ne peut pas simplement lancer un produit, il faut qu'il soit innovateur. Mais innovateur, et là je fais une grande différence, innovateur dans la mesure où le produit doit être vu et vendu avec une vie pérenne. Ça ne peut pas être un produit de court terme, ça ne peut pas être un produit de 6 mois. C'est un produit qui n'est jamais démodé. Ça, c'est le vrai luxe. Cher Philippe Guillaumet, je vous remercie d'avoir accepté cette conversation. Merci beaucoup. Vous êtes un grand connaisseur du vrai luxe. Vous avez travaillé chez la maison Cartier et chez la maison Christofle, en France et en Amérique du Sud. Vous étiez président, directeur général des Cristalleries Royales de Champagne et aussi de Haviland et Parlon, une belle marque de porcelaine française. Vous étiez président du groupe Richemont en Iberia, un groupe suisse des marques de luxe de joaillerie et horlogerie, et actuellement vous travaillez en tant que consultant pour des projets de niche très haut de gamme. Vous êtes aussi professeur dans un master de gestion de marques de luxe. Vous habitez en Espagne et vous êtes le consul honoraire de la principauté de Monaco à Madrid. Comment avez-vous commencé à travailler dans ce domaine du luxe? J'ai commencé et j'y ai passé toute ma vie. J'ai eu cette chance, c'est que le luxe à l'époque n'était pas connu comme aujourd'hui. Et j'ai rencontré un homme absolument extraordinaire. Quand je cherchais un stage, j'étais étudiant à l'école des créateurs d'entreprises à Paris. Et je cherchais un stage, je voulais partir à l'étranger. Et je devais partir au Canada. Déjà, j'avais des velléités internationales. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais à ce moment-là, le président de la société Le Briquet Cartier m'a dit « Philippe, vous revenez, terminez vos études, je vous embaucherai ». Et j'ai donc rencontré ce monsieur qui est extraordinaire, qui s'appelle monsieur Alain-Dominique Perrin, qui a été vraiment l'homme phare à vendre et à rendre exclusive le luxe au niveau mondial et international tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et c'est le charisme de cet homme et c'est les relations humaines avec cet homme qui m'ont amené dans ce monde. Et donc c'est vraiment cet homme, cette chance, ce nom magique qui est Cartier, qui m'a permis de rentrer dans ce monde et d'y passer 43 ans de carrière merveilleuse, remplie de rêves et de merveilleux souvenirs. Étonnant, merci. C'est très très intéressant. Il y a toujours quelqu'un qui nous ouvre des portes et des opportunités. Primordial. Il n'y a pas de belles histoires sans être humain, sans personne. Voilà. Il n'y a pas de création sans personne, sans être humain. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas d'art sans un homme derrière. Alors c'est connu de son vivant, c'est connu après, je ne sais pas. Mais c'est toujours un homme, un être humain, un homme, une personne. Ça peut être un homme ou une femme, bien sûr. Parfait. Bon, j'ai une petite introduction là pour la prochaine question. C'est un petit texte sur l'évolution du luxe et ça sert comme pour mettre en contexte la prochaine question. En France, le règne du roi Soleil, Louis XIV, et son ministre d'État, Colbert, est un jalon important dans l'histoire du luxe. Dans cette période, le luxe commence à émerger tel que nous le connaissons aujourd'hui. La France s'impose comme la patrie du luxe en général. Le savoir-faire d'une extrême qualité, l'utilisation des matières premières rares importées, la fabrication des produits exclusifs à la haute valeur ajoutée. La production de tapisseries, verreries, bijoux, joailleries, maroquineries et meubles, elle fleurit. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le luxe passe de l'exclusivité de la cour à la ville. Il évolue
et embrasse l'influence aristocratique avec des éléments d'art, d'élégance, de goût et de beauté. L'excellence est le territoire naturel des marques de luxe. L'extrême qualité, la perfection, mais sûrement beaucoup plus que ça. Monsieur Guillaumet, qu'est-ce que c'est l'excellence, dans votre opinion, et quels sont les ingrédients, surtout par rapport au luxe français? Alors, je voudrais revenir juste sur un point, sur celui que vous aviez dit au niveau de Colbert. Là encore, qu'a fait Colbert? Il est allé chercher des hommes, des artisans, italiens, espagnols, portugais, anglais, et il a utilisé leur expertise, leur savoir-faire, et a pu créer ainsi, par décret, de nombreuses manufactures royales. De là est venu effectivement tout le début de l'histoire du luxe tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais donc on vient encore au cœur du sujet, l'homme. Et ça, c'est une chose importante. Le deuxième élément qui est primordial pour moi dans le luxe, c'est effectivement, et le thème de votre émission qui parle d'excellence y est directement lié, c'est la recherche permanente d'atteindre l'excellence. C'est très difficile, c'est très compliqué, il y a des environnements humains, il y a des environnements économiques qui interviennent, qui peuvent changer, mais on doit rester toujours dans le besoin et la nécessité de rechercher l'excellence à tous les niveaux. C'est au niveau produit, création, c'est au niveau de l'innovation. On ne peut pas simplement lancer un produit, il faut qu'il soit innovateur. Mais innovateur, et là je fais une grande différence, innovateur dans la mesure où le produit doit être vu et vendu avec une vie pérenne. Ça ne peut pas être un produit de court terme, ça ne peut pas être un produit de 6 mois. C'est un produit qui n'est jamais démodé. Ça, c'est le vrai luxe. C'est le vrai luxe et l'excellence. Voilà, très intéressant. Il y a un écrivain et professeur américain, William Arthur Ward. Il a dit un jour, le prix de l'excellence est la discipline. Êtes-vous d'accord que la discipline est importante dans ce domaine? Je crois que sur le mot discipline, il faut faire attention pour ne pas faire peur. On n'est pas en train de parler d'une discipline militaire. Non. On est en train de parler de rigueur à travers la discipline. Et cette rigueur, et on le voit dans les unités, dans les manufactures qui produisent tous les produits dont on peut parler ou qui concernent le luxe, des accessoires de mode, des sacs, des montres, des bijoux, de la porcelaine, du cristal, on voit immédiatement, quand on visite ces outils de production des marques de luxe, on voit véritablement à ce moment-là comment l'organisation, ce que vous appelez la discipline, mais moi que j'appellerais l'organisation, comment l'organisation, la rigueur, comment c'est propre, il n'y a rien qui déborde, tout est en ligne. Donc c'est une discipline des êtres humains à savoir maintenir un niveau toujours perfectible, mais d'une très grande rigueur dans la maintenance de leur lieu de travail, puisque après le produit sortira, ira sous d'autres cieux dans des boutiques, mais tout au départ. Donc cette discipline, elle va de l'usine, du atelier de création, par le personnel annexe qui détient tout ça. C'est une rigueur, c'est une obligation pour pouvoir maintenir cette recherche permanente de l'excellence. Il y a même presque une obsession avec la rigueur. Mais c'est obligatoire. Et je vais vous prendre une anecdote. Moi, sur ce problème de discipline, quand je visitais les différents magasins, des magasins de Christophe, des magasins de Cartier ou du groupe Richemont, que j'ai eu l'occasion de visiter sous ma responsabilité, sous la discipline, un élément important, c'est la formation et le coaching. Ce sont deux éléments très importants qu'il faut toujours maintenir. Mais j'avais sous le mot discipline, rigueur, j'avais un petit défaut, c'est que j'ouvrais tous les tiroirs. Je passais mon doigt au niveau des vitrines pour voir que bien c'était dans les recoins et non pas superficiellement bien nettoyé. Parce qu'il faut tenir cette discipline qu'une boutique doit toujours. Et si on a un petit défaut, la discipline, qu'il peut y avoir des avaries, c'est normal. Et bien la discipline est de corriger immédiatement pour maintenir
l'ordre, enfin l'ordre, j'aime pas ce mot, parce qu'aujourd'hui on lui donne des connotations un peu trop politiques, mais je pense que le maintenance d'être impeccable, okay, nécessite cette rigueur dans la tenue sur soi, la tenue que l'on a au travail et la tenue dont on gère son travail. Parfait. Vous êtes un citoyen français, et ça nous amène à une question intéressante. Vous êtes un citoyen français résidant en Espagne, et vous avez été nommé consul honoraire de la principauté de Monaco à Madrid. Une mission très prestigieuse et une étape importante dans votre carrière. Mes félicitations. Le luxe monégasque, à votre avis, et son excellence, à votre avis, ont-ils quelque chose de particulier? Alors je vais vous sortir un exemple pour le définir. C'était au bal de la Rose. 1500 personnes invitées, qui arrivent tous en même temps, puisque la convocation est arrivée, tout le monde arrive en voiture. Des valets pour prendre les voitures, vous introduire, du personnel qui vous attend, on contrôle l'identité, toutes les femmes en robe longue, avec plein de bijoux, tous les hommes en smoking, une élégance folle, on n'attend pas. C'est un véritable ballet dans l'organisation. Ensuite, ce qui pour moi a été mon expérience la plus unique, au niveau de définir ce qui est vraiment le grand luxe, le parfait luxe, c'est de voir qu'il arrive 1500 plats chauds comme plat principal en même temps sur les tables. Et ça, je ne connais pas beaucoup, ni de catering, ni de gens capables de livrer 1500 plats chauds. Donc c'est le détail, c'est la rigueur, c'est la perfection, c'est toujours cette recherche permanente du meilleur, de la perfection, de l'excellence. Et toujours avec une élégance et avec simplicité. Parce qu'on ne le sent pas, c'est simple, c'est pas du tout ostentatoire. Voilà. Quand on voyait le personnel nous accompagner pour nous asseoir à nos tables les uns et les autres, ça se passait dans une harmonie, une fluidité, comme si ça avait été comme ça toute sa vie. Mais il est sûr que ça a été travaillé avant, énormément, formé, pour que tout ce personnel ne fasse aucune erreur dans l'accompagnement ou dans le protocole des arrivées. C'est impressionnant, vraiment. C'est-à-dire, l'excellence est très proche du concept de luxe, même si ce ne sont pas vraiment des synonymes. Et disons, un objet de luxe, une marque de luxe, ils ont toujours une forte symbologie et intangibilité. À votre avis, quel est le sens, quels sont les codes du luxe français, disons? Alors, je dirais que malheureusement aujourd'hui, le mot luxe a été attribué à de trop nombreuses marques qui n'ont rien à voir du luxe, mais qui méritent tout le respect. Ce sont de belles marques, mais ce ne sont pas des maisons de luxe. Mais ce sont de très belles marques. Mais là, nous sommes d'accord. Et par contre, dans le luxe, l'excellence, la recherche de l'excellence, à tous les niveaux, je rappelle, que ce soit au niveau de la création, que ce soit au niveau du service, que ce soit au niveau de ce qui est très dans les tendances actuelles, le caractère environnemental. D'ailleurs, les premiers à avoir pris conscience de ça, à avoir fait des accords, sont tous les grands joailliers du monde qui ont, que ce soit les Tiffany, les Bulgari, Cartier, Chopard, Chaumet, tout ça, qui ont fait des accords, ou Dinevin, qui ont fait des accords pour garantir que leurs bijoux, que leurs diamants, pardon, ne venaient pas des endroits de guerre où des enfants étaient impliqués. Donc, c'est toujours une éthique. Et je pense que ce qu'il y a d'excellent et de merveilleux dans le luxe, un des éléments premiers, en plus de cette discipline, de cette rigueur dont on a parlé, mais je crois pour moi, c'est l'éthique. Voilà. Et toutes ces grandes maisons de luxe sont des maisons qui travaillent avec une éthique exemplaire. Disons, le marché, le public, normalement, n'a pas cette perception, pas toujours de l'éthique dans les marques de luxe. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et ça nous amène... Il n'en a pas parce que leur image le transmet de façon naturelle. C'est-à-dire, et il n'y a pas de client d'une maison de luxe
qu'il y ait le moindre doute que le produit qu'elle va acquérir pour elle-même ou que cette personne va acquérir pour offrir, c'est acheté suivant des normes respectueuses environnementales et c'est acheté dans un sens de la responsabilité des entreprises. Elles ont toujours été leaders dans ce secteur. Ça nous amène à une autre question intéressante qui a à voir avec les grands défis du luxe dans l'avenir proche. À votre avis, quels sont les défis de l'excellence et du luxe? Je pense que là, on arrive avec deux définitions. Il y a le luxe tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui fait du volume et qui est très intéressé et très préoccupé par conquérir des parts de marché, conquérir le monde, et se dirige énormément, puisqu'il y a un appel, une forte demande, vis-à-vis des pays émergents, qui ont tous été, depuis 1910 jusqu'à maintenant. Et donc, ça, c'est un luxe qui continue et qui continuera à se faire, puisque quand j'achète un produit, à ce moment-là, pour le client qui l'a acheté, il est heureux parce qu'il arrive à s'assimiler à un groupe. Mais il y a un deuxième luxe aujourd'hui, dans les pays qui sont plus matures, dans les pays mûrs, je dirais à ce moment-là, et là il y a une recherche de la différence. Et ce travail-là, donc en fonction des marchés, en fonction des pays, je pense que les maisons qui existent ont du travail à faire dans les deux côtés, mais c'est des opportunités énormes, parce que le luxe n'a pas besoin d'être une maison qui a 200, 300 ans, puisque c'est une philosophie. Et donc, ces maisons peuvent très facilement arriver à créer des opportunités pour des gens qui sont créateurs, travailleurs, l'homme, toujours l'homme au centre du luxe, et qui sont dans une recherche permanente de la qualité pour que leur produit soit un produit intemporel. Voilà, c'est le grand défi du luxe, c'est surtout de maintenir ce niveau de qualité et de pérennité. Mais le luxe français, il est traditionnel, il est classique et très exclusif. Alors, ma question est, est-il judicieux de parler d'innovation dans ce domaine? Il n'y a pas de luxe classique ou pas classique. Il y a un luxe. Et en fonction des uns, il sera classique, en fonction des autres, il sera moderne. Donc chacun le verra comme il le veut en fonction de la perception, puisque le luxe est quelque chose de personnel. Mais je vous donnerai deux exemples sur le début de ma carrière chez Cartier. Cartier a été innovateur. Avant le briquet de luxe, il y avait deux marques, qui étaient Dupont et qui étaient Denil, qui étaient des briquets carrés avec des molettes extérieures. Cartier a créé un briquet ovale, ce qui était semblé irréalisable, et avec une molette qui était escomptable, c'est-à-dire que quand on fermait, elle rentrait, on ne la voyait plus. On ouvrait le couvercle, elle sortait, on fermait le couvercle du briquet, elle s'ouvrait. Donc ça a été une innovation. C'est pour ça qu'il faut penser dans l'innovation, on peut se servir de ça. L'autre innovation qu'a inventé Cartier, toutes les montres à l'époque étaient des montres qui étaient des montres avec des boucles à ardillons. Cartier a inventé la boucle déployante. D'ailleurs, je me rappelle en 1973, quand on vendait les montres Cartier, 1973-1974, on vendait des montres Cartier, les boucles étaient fixes. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'était la partie du crocodile, du cuir crocodile, que l'on faisait varier. Maintenant, on a fait des boucles déployantes variables, donc on peut régler la taille de la boucle sans devoir changer exactement la partie du cuir. Mais ça, ce sont des côtés innovants, créateurs, que peuvent apporter des marques, dans la mesure où c'est une solution technologique pérenne. J'enlève l'idée, parce que pour moi, l'innovation, comme le disait, dans les nouvelles technologies, cette innovation-là ne peut pas être dans le luxe, puisque
elle n'est pas pérenne, elle devient éphémère, puisque 6 mois, 1 an après, il y aura une autre technologie qui va venir. C'est pour ça que le luxe a mis du temps à rentrer sur Internet, jusque dans les années 2000, de commencer à apparaître, parce qu'en années 2000, on n'en voulait pas, on pensait encore qu'il fallait toucher le produit. Tout le monde a évolué de façon en disant c'est un outil, c'est bien dominé Internet, donc maintenant ça devient un outil d'utilisation, où je peux transmettre mon image, où je peux m'adapter maintenant avec les nouveaux systèmes qui existent de réseaux sociaux et autres, dans leur évolution, et donc je peux communiquer en fonction de la clientèle que je veux joindre. Mais au départ, ces outils-là ne peuvent pas venir de la part des marques. C'est au service des maisons qu'elles sont, mais elles ne peuvent pas venir des marques parce que c'est éphémère par fonction. Donc la technologie pérenne, oui. La technologie technologique, technique, non. Oui, tout à fait. L'innovation... L'innovation, oui. Oui, oui, mais surtout pour apporter de la surprise et pour le rendre unique. D'abord, c'est original, c'est créatif, parce que sous mon innovation, il y a la création. Donc il faut bien penser quand même que de nombreux créateurs ont su créer, ont su surprendre. Parce que voilà, finalement, le luxe impose sa création. Le luxe ne répond pas à un besoin du marché. Le luxe vient avec sa philosophie de maison et il s'impose au marché. Donc c'est lui qui doit répondre au marché, c'est lui qui doit sentir qu'il manque quelque chose, qu'il a besoin de quelque chose, mais ce n'est pas pour répondre à une demande, à une attente du marché. Et là, cela permet des innovations, des créations, et qui restent pérennes, parce que je crois que le mot important par rapport aux maisons de luxe, c'est le mot de la pérennité. Dans les marques que vous avez gérées, M. Guillaumet, des marques exceptionnelles, avez-vous peut-être une ou deux petites histoires sur l'excellence que vous avez vécue? On a eu des expériences, et j'ai eu des expériences, mais ça vient encore de la formation des personnes, de l'homme, des équipes de vente. En d'autres termes, quand on touche à une certaine clientèle, cette clientèle, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a ses jets, elle va où elle veut. Donc ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec un apport économique qu'on peut surprendre. Par contre, dans le luxe, c'est pour ça que je parle de client, où on doit très bien connaître son client, ou quand on organise une présentation pour ces personnes, il faut qu'il soit surpris. C'est pour ça qu'il est toujours très important d'être dans des endroits uniques, d'être dans des endroits qui surprennent. Ces personnes ont besoin d'être surprises parce que les plus beaux vins, les plus beaux champagnes, ils les ont. Mais donc l'importance, c'est véritablement de pouvoir répondre à une question. Est-ce que mon client, quand il va rentrer dans le magasin, dire « j'ai eu une expérience inoubliable ». Et ça, c'est le plus important. Et donc, dans les choses importantes que l'on fait, c'est très souvent des clients, parce que les clients reviennent, même si aujourd'hui la fidélité vis-à-vis des marques est un peu plus compliquée, mais par l'attention qu'ils peuvent avoir, on a donc une certaine fidélité qui existe avec les maisons et ces clients. Ben, ces clients, où ils sont merveilleux, parce qu'ils savent très bien que, par exemple, ils sont passionnés de football, ils sont passionnés d'opéra, et ils arrivent, parce qu'ils ont prévenu la vendeuse de la boutique qui s'occupe d'eux, on arrive, on passera vous voir pour vous dire bonjour et autres, et quand ils arrivent, on leur donne 2 entrées, 3 entrées pour l'opéra, pour le match de foot de telle ou telle équipe et autres. Donc, ils sont... Mais comment tu sais? Je sais que vous arriviez, je sais que vous aimez le football, vous avez ça pour vous. Et il n'y a pas de compromis d'achat. Mais donc, c'est ce sentiment de prévenir les souhaits, de bien connaître son client, et en le connaissant bien, on peut mieux travailler le fait de le surprendre. Parce que le mot important, c'est la surprise. Excellent. Monsieur Philippe Guillaumet,
Quel est votre luxe? Alors moi j'en ai un qui est très simple. D'abord, j'ai eu le bonheur et la chance de travailler pendant plus de 40 ans dans des maisons de luxe. Cartier, le groupe Richemont, Christophe, Aviland-des-Parlons, Cristallerie Royale de Champagne, un joaillier canadien qui s'appelle Burks. Donc c'était un rêve toute ma vie. Mais aujourd'hui mon rêve, et ça je le garde d'une époque où j'ai eu l'occasion de vivre au Brésil pendant 8 ans, c'est de pouvoir me trouver sur Copacabana, un fauteuil, un bon livre, une caipirinha et mon cigare. Et là, en période hors janvier, hors Noël, parce que là, il y a trop de monde, et il y a peu de monde, et là, je suis l'homme le plus heureux, avec le pain de sucre à ma gauche, et rien de plus que pour moi de merveilleux. Ça, c'est merveilleux, vraiment. Monsieur Guillaume, merci beaucoup. Merci à vous, Antonio.